après la course. Les voitures filaient en direction de Dublin comme des boulets de canon sur la ligne de Naas Road. Les observateurs s'étaient massés au sommet de la colline d'Inchicore pour voir les voitures rentrer au bercail à pleine vitesse. Le continent expédiait toute sa richesse et toute son industrie dans cette ornière de pauvreté et d'inaction. De loin en loin, les masses de gens poussaient les exclamations typiques des opprimés reconnaissants. Leur sympathie, toutefois, allait vers les voitures bleues, les voitures de leurs amis français. Les Français, en outre, étaient les vainqueurs potentiels. Leur équipe avait terminé avec un bon score, ils s'étaient placés en seconde et troisième position, et le pilote de la voiture allemande qui avait eu la première place était, dit-on, un Belge. Chaque voiture bleue, de ce fait, gagnait une double ration d'acclamations de bienvenue lorsqu'elle passait la crête de la colline, et chaque encouragement était reçu avec des hochements de tête et des sourires par les occupants de la voiture. Dans l'une de ces voitures de luxe se trouvait une bande de 4 jeunes gens, dont l'excellente humeur semblait dépasser de loin le simple niveau attendu d'une démonstration de gaieté à la française. En réalité, ces jeunes gens étaient quasiment hilars. Il s'agissait de Charles Ségouin, le propriétaire de la voiture, d'André Rivière, un jeune électricien né au Canada, d'un énorme Hongrois appelé Vilhona et d'un jeune homme très soigné appelé Doyle. Ségouin était de bonne humeur parce qu'il avait reçu des précommandes inattendues, il devait ouvrir un commerce de moteurs à Paris, et Rivière était de bonne humeur parce qu'il devait être nommé manager de ce commerce. Ces 2 jeunes gens, qui étaient cousins, étaient de surcroît très heureux du succès des voitures françaises. Vilhona était de bonne humeur parce qu'il avait mangé un déjeuner extrêmement satisfaisant, et aussi parce qu'il était d'un naturel optimiste. Le 4e membre de la bande, quant à lui, était trop excité pour jouir d'un bonheur simple. Il avait environ 26 ans, avec une moustache fine et douce et des yeux gris plutôt innocents. Son père, qui avait commencé dans la vie en nationaliste acharné, avait modéré ses opinions assez tôt. Il avait fait de l'argent comme boucher à Kingston, et en ouvrant des boutiques à Dublin et dans ses faubourgs, il avait décuplé sa fortune. Il avait aussi eu l'opportunité d'obtenir certaines polices d'assurance, et, à la fin, il était assez riche pour qu'on parle de lui dans les journaux de Dublin comme d'un prince des marchands. Il avait envoyé son fils en Angleterre pour recevoir l'éducation d'un collège catholique, avant de lui faire continuer ses études de droit à l'université de Dublin. Jimmy n'était pas acharné au travail, et fila un mauvais coton pendant un moment. Il avait de l'argent et était populaire, et il partageait curieusement son temps entre la musique et les clubs automobiles. Alors il avait été envoyé un semestre à Cambridge pour apprendre la vie. Son père, réprobateur, mais secrètement fier des excès de son fils, avait payé ses dettes et l'avait ensuite ramené à la maison. C'était justement à Cambridge qu'il avait rencontré Ségouin. Ils n'étaient pas beaucoup plus que de simples connaissances pour le moment, mais Jimmy prenait un grand plaisir à la compagnie d'un jeune homme qui avait tant vu du monde et qui était de surcroît propriétaire, à ce qu'on disait, d'un des plus grands hôtels de France. Une telle personne, et son père en convenait, aurait bien valu le coup d'être fréquenté, même s'il n'avait pas été le compagnon charmant qu'il était. Vilhona était divertissant également, un pianiste brillant, mais malheureusement très pauvre. La voiture courait joyeusement, avec son chargement de jeunesse hilare. Les 2 cousins étaient assis à l'avant, Jimmy et son ami hongrois étaient à l'arrière. Décidément, Vilhona était d'excellente humeur. Il fredonna une mélodie avec une voix de basse pendant des kilomètres. Les Français lançaient leurs éclats de rire et leurs mots légers par-dessus leur épaule, et souvent Jimmy devait s'avancer pour attraper le mot au vol. Ce n'était pas très agréable pour lui, car il était presque toujours obligé de deviner adroitement le sens des paroles et de crier une réponse convenable avec le vent de face. Sans compter que le fredonnement de Vilhona, ajouté au bruit de la voiture, semait une confusion générale. Se déplacer rapidement dans l'espace enivre, tout comme la célébrité, tout comme la possession d'argent. Cela faisait 3 bonnes raisons à l'excitation de Jimmy. Il avait été vu par beaucoup de ses amis aujourd'hui, en compagnie de ses continentaux. Au contrôle, Ségouin l'avait présenté à l'un des compétiteurs français, et en réponse à son confus murmure poli, le visage basané du pilote s'était fendu en une ligne de dents blanches brillantes.
Il était plaisant, après un tel honneur, de retourner au monde profane des spectateurs, parmi les coups de coude et les regards entendus. Quant à l'argent, il en avait vraiment beaucoup à disposition. Ségouin, peut-être, ne considérerait pas qu'il s'agissait d'une grosse somme, mais Jimmy, qui, malgré quelques égarements, avait hérité de solides instincts, savait bien avec quelle difficulté cette somme avait été amassée. Cette connaissance l'avait, par le passé, préservé de dépenses trop inconsidérées, et sa conscience de tout le travail latent contenu dans l'argent, déjà présente à une époque où il ne s'agissait que de caprices, s'était considérablement accrue maintenant qu'il était sur le point de risquer la plus grande part de sa fortune. Il s'agissait d'une affaire très sérieuse pour lui. Bien sûr, l'investissement était excellent, et Ségouin avait réussi à lui donner l'impression qu'il n'acceptait l'obol de son argent irlandais, dans le capital de l'affaire, que par une sorte de faveur amicale. Jimmy avait du respect pour la sagacité de son père dans les affaires, et dans ce cas, c'était son père qui lui avait le premier suggéré cet investissement. Il y avait de l'argent à se faire dans les moteurs, des tas d'argent. Et puis, Ségouin avait l'allure inimitable de la richesse. Jimmy essaya de convertir en jour de travail cette voiture princière dans laquelle il était assis. Elle filait si facilement. Ils avaient traversé les routes de campagne avec tant de style. Le voyage posait un doigt magique sur le simple pouls de la vie, et, aimablement, la machine nerveuse humaine s'efforçait de répondre au sursaut du fougueux animal bleu. Ils descendirent Dame Street. La rue était encombrée d'un trafic inhabituel et retentissait des klaxons des automobilistes et des gongs impatients des conducteurs de tram. Près de la banque, Ségouin se gara et Jimmy et son ami descendirent. Un petit groupe de gens se rassemblait sur le trottoir pour rendre hommage au moteur ronflant. La bande devait dîner ensemble ce soir-là à l'hôtel de Ségouin, et Jimmy et son ami, qui demeurait chez lui, devaient rentrer pour s'habiller. La voiture s'éloigna lentement vers Grafton Street, tandis que les deux jeunes hommes se frayaient un passage à travers le groupe de badauds. Ils marchèrent vers le nord avec un curieux sentiment de déception, tandis que la cité accrochait ses pâles globes de lumière au-dessus d'eux dans la vapeur légère du soir d'été. Dans la maison de Jimmy, ce dîner était considéré comme un événement. Une certaine fierté se mêlait à l'agitation de ses parents, ainsi qu'une certaine impatience aussi, porteuse d'inconséquence, car les noms des grandes cités étrangères ont ce pouvoir sur les gens. Jimmy avait fière allure, une fois habillé, et tandis qu'il se tenait dans le hall pour donner un dernier coup de main à la symétrie de son nœud papillon, son père était en droit de ressentir une satisfaction toute commerciale à l'idée d'avoir transmis à son fils des qualités impossibles à acheter. Ce fut pour cette raison que le vieil homme fut particulièrement amical avec Vilhona, et ses manières exprimèrent un réel respect pour les succès étrangers, mais la subtilité de son hôte échappa probablement au Hongrois, qui commençait à ressentir l'ardent désir d'aller manger. Le dîner fut excellent, délicieux. Ségouin, de la vie de Jimmy, avait un goût très raffiné. La bande s'était élargie à un jeune Anglais nommé Routh, que Jimmy avait vu à Cambridge avec Ségouin. Les jeunes gens soupèrent dans une salle douillette, éclairée par des chandelles électriques. Ils parlaient avec volubilité et sans réserve. Jimmy, dont l'imagination était embrasée, se représenta la jeunesse fougueuse des Français, élégamment jumelée à la structure solide de l'éducation de l'Anglais. C'était une image gracieuse, pensa-t-il, et juste. Il admirait la dextérité avec laquelle leur hôte menait la conversation. Les 5 jeunes gens avaient des goûts variés, et leurs langues s'étaient déliées. Vilhona, avec un immense respect, commença à révéler à l'Anglais, assez surpris, les beautés du madrigal anglais, déplorant que les instruments anciens tombassent en désuétude. Rivière, pas tout à fait innocemment, entreprit d'expliquer à Jimmy le triomphe des mécaniciens français. La voix sonore du Hongrois était en train de critiquer le ridicule des faux luths peints par les peintres romantiques, quand Ségouin fit venir tout le monde vers le sujet de la politique. C'était là un terrain intéressant pour tous. Jimmy, soumis à de généreuses influences, sentit le zèle de son père, jusque-là enfoui, se ranimer en lui. Il finit même par faire sortir Routh de son flegme. La pièce se réchauffa, et la tâche de Ségouin devint de plus en plus difficile à mesure que le danger de pugilat augmentait. Aussi,
En hôte vigilant, il saisit la première occasion de lever son verre pour porter un toast à l'humanité, et quand le toast fut bu, il ouvrit la fenêtre de manière significative. Cette nuit, la cité avait les allures d'une capitale. Les 5 jeunes gens flânèrent le long de Stephen's Green, dans un nuage léger de fumée aromatique. Ils parlaient fort et gaiement dans leurs manteaux jetés sur leurs épaules. Les gens s'écartaient sur leur passage. Au coin de Grafton Street, un petit homme gras mettait en voiture 2 belles dames, sous la garde d'un autre gros homme. La voiture s'éloigna, et le petit homme gras avisa la bande. « André, c'est Farley !» Un torrent de paroles s'ensuivit. Farley était un Américain. Personne ne savait très bien de quoi on parlait exactement. C'étaient Vilhona et Rivière qui étaient les plus bruyants, mais tous étaient excités. Ils montèrent dans une voiture, se serrant les uns contre les autres en riant beaucoup. Leur voiture fendit la foule, dont les couleurs s'adoucissaient maintenant, en direction de cloches joyeuses. Ils prirent le train à Westland Row, et en quelques secondes, ainsi qu'il sembla à Jimmy, ils sortaient à Kingstown Station. Le contrôleur salua Jimmy. C'était un vieil homme. « Bonne nuit, monsieur. » C'était une nuit d'été paisible. Le port s'étalait comme un miroir obscurci à leurs pieds. Ils s'en rapprochèrent, bras dessus, bras dessous, chantant Cadet Roussel en chœur et battant la mesure avec leurs pieds à chaque « oh, oh, oh et vraiment ». Ils prirent un canot à l'embarcadère et rejoignirent le yacht de l'Américain. Il devait y avoir un souper, de la musique, des cartes. Vilhona dit avec conviction « c'est charmant ». Il y avait un piano dans la cabine du yacht. Vilhona joua une valse pour Farley et Rivière, Farley jouant le cavalier et Rivière la dame. Puis ils improvisèrent un quadrille en inventant des figures originales. Quel amusement! Jimmy y prit part avec avidité, car il s'agissait au moins de voir la grande vie. Puis Farley fut essoufflé et cria « stop ». Un homme apporta un souper léger, et les jeunes gens s'attablèrent pour la forme. Ils burent toutefois, car ça faisait bohème. Ils burent à la santé de l'Irlande, de l'Angleterre, de la France, de la Hongrie et des États-Unis d'Amérique. Jimmy fit un long, très long discours. Vilhona répéta « Écoutez, écoutez » à chaque fois qu'il faisait une pause. Il y eut beaucoup d'applaudissements quand il s'assit. Cela devait être un bon discours. Farley lui tapa dans le dos et rit à gorge déployée. Quel compagnon joyeux, quelle bonne compagnie il formait. Des cartes, des cartes. La table fut débarrassée. Vilhona retourna calmement à son piano et joua des morceaux d'orgue pour eux. Les autres enchaînaient les parties, se lançant hardiment dans cette aventure. Ils burent à la santé de la dame de cœur et de la dame de carreau. Jimmy regretta confusément qu'il n'y ait pas de public, car l'esprit fusait. Jimmy ne savait pas exactement qui gagnait, mais il savait que lui perdait. C'était du reste entièrement de sa faute, car il se trompait souvent de cartes et les autres avaient à calculer pour lui le montant de sa dette. Ils étaient de sacrés compagnons. Mais il aurait aimé qu'ils s'arrêtent. Il se faisait tard. Quelqu'un porta un toast au yacht La Belle de Newport, et puis quelqu'un proposa une ultime grande partie. Le piano s'était tu. Vilhona devait être monté sur le pont. Ce fut une partie terrible. Ils s'arrêtèrent juste avant la fin pour boire à la chance. Jimmy comprit que le jeu était partagé entre Routh et Seguin. Quel suspense! Jimmy était très excité. Il allait perdre, bien sûr. À combien s'élevait sa dette? Les hommes se mirent sur leurs jambes pour jouer les derniers coups, en parlant et en gesticulant. Routh gagna. La cabine entière fut secouée par les acclamations des jeunes gens, et les cartes furent rangées. Ils commencèrent alors à rassembler leurs gains. Farley et Jimmy étaient les plus gros perdants. Ils savaient qu'il le regretterait le lendemain matin, mais à présent, il était content de ce repos, content de la stupeur obscure qui camouflait sa folie. Il s'accouda à la table et se prit la tête dans les mains, comptant les battements du sang à ses tempes. La porte de la cabine s'ouvrit, et il vit le Hongrois se découper sur fond de lumière grise. « Gentlemen, voici l'aube !»